Eh bien ça y est, c'est la période des cartes graphiques des TI, des super TI, on va en parler bien évidemment, mais je sais pas pourquoi, depuis tout le temps, à chaque fois qu'il y a des sorties de cartes graphiques, je suis comme un gamin pour Noël, avant même d'avoir ma chaîne YouTube. C'est-à-dire que dès qu'il y avait une sortie ou quoi que ce soit, il fallait absolument que je la suive, il fallait absolument que je me renseigne. C'était Noël, même plus que les processeurs. Les cartes graphiques ont toujours eu un aspect magique pour moi personnellement. Donc Nvidia nous sort cette semaine, même aujourd'hui exactement, la 4070 Super. La semaine prochaine, on aura la 4070 Super TI. Et après, la semaine encore qui suit, on aura la 4080 Super. Mais entre-temps, la semaine prochaine, on va aussi avoir sur la chaîne une autre carte graphique qui va être la 7600 XT. Donc il va y avoir 4 cartes graphiques sur les 3 prochaines semaines. C'est Noël pour moi, clairement. Donc voilà, donc on va parler en attendant de cette 4070 Super qui vient tout juste de sortir. Quels sont les plus, quels sont les moins? Est-ce que c'est une carte intéressante à acheter en ce moment? On va voir ça ensemble. On va bien entendu faire pas mal de bench, donc on va faire des bench en jeu vidéo, on va faire des bench aussi dans des logiciels, des applicatifs professionnels, parce que ça intéresse aussi beaucoup de personnes. On va faire le tour, on va parler bien évidemment de son prix, on va parler des nuisances sonores, on va parler de ses chaleurs, on va parler de OC autour de cette carte, bien évidemment. Donc on va faire le tour. Et pour ça, on va pas perdre trop de temps, on se retrouve juste après le petit moment des clés Windows, le moment sponsor de la chaîne avec GVG Mall, et c'est maintenant. Notre sponsor aujourd'hui sera GVG Mall, un site internet qui va vous permettre d'avoir des prix préférentiels sur des clés de licence Windows. Pour ça, rien de plus simple, vous allez sur le moteur de recherche et vous tapez Windows 10 Pro. Alors oui, 10 Pro même si vous voulez un Windows 11 parce que vous verrez que la mise à niveau entre Windows 10 et Windows 11 est gratuite. Donc allez directement sur Windows 10 Pro. Arrivé sur cette page, je clique sur Acheter maintenant. Ensuite, j'arrive ici et je n'ai plus qu'à inscrire le code promo PAX, je valide et de là, le prix passe à 13 €. De là, je soumets la commande. Ensuite, je choisis mon mode de paiement et pour moi, personnellement, je choisis PayPal. Une fois le paiement effectué, je reviens sur cette page-là et comme vous voyez, je peux aller directement sur l'User Center. De là, je clique voir la clé secrète. Ensuite, obtenez la clé. Ma clé vient juste de s'afficher, je n'ai plus qu'à la sélectionner et la copier. Ensuite, je vais dans les paramètres d'activation de Windows et je n'ai plus qu'à coller la clé et de valider. Et voilà, rien de plus simple. Par avance, je vous remercie car en achetant vos clés de Windows par GVG Mall et en mettant mon code promo PAX, vous m'aidez à soutenir la chaîne. Et pour ça, je vous remercie. Eh bien, nous voilà, donc on va pouvoir donc tester cette carte et j'ai comparé donc cette carte à plusieurs autres cartes. Les choix de l'atelier ont été forcément la 4070 actuelle, ce qui est tout à fait logique. Une 4070 Ti parce que vous allez vous apercevoir qu'on n'est pas si loin que ça finalement, suivant les jeux bien évidemment, suivant aussi ce qu'on va lui demander. On va aussi la comparer à une 7800 XT de chez AMD parce qu'on se rend compte que les cartes sont relativement proche et je vais aussi la comparer à une 3090. On rappelle que la 3090 à l'époque avait 1000 € de plus, il y a un an de ça, un an et demi exactement de ça, 1000 € de plus par rapport à cette carte là. Donc on va pouvoir voir aussi cette évolution là en un an et demi entre performance et prix de chez Nvidia bien évidemment. Donc je vais vous rappeler en même temps un petit peu donc les specs de ce produit là. Donc on va se retrouver avec 7168 Core CUDA en plus comparé aux 5888. Donc c'est quand même 1280 Core CUDA en plus qui nous apporte quand même 21,7%, presque 22% supplémentaires. Et on peut s'apercevoir aussi une grosse différence, ça va être au niveau du cache. Donc on va passer avec un cache qui était à l'époque de 36 mégabits à 48 mégabits, ce qui va nous donner une différence de 12 mégabits supplémentaires, et ce qui n'est pas rien parce que ça représente quand même 33% supplémentaires et on va s'en apercevoir bien évidemment lors des jeux. Le bus reste identique, le reste c'est quasiment anecdotique. On a une petite différence de fréquence de 1,92 par rapport à 1,98. Je vais juste comparer un petit peu, c'est aussi par rapport à la 4070 Ti, où on peut s'apercevoir qu'en termes de Core CUDA, il n'y a qu'une petite différence. On s'aperçoit qu'il n'y a que 512 Core CUDA en moins, ce qui représente 6,7%. Donc c'est vraiment pas grand chose. Donc c'est pour ça que je vous dis, finalement, elle se rapproche quand même pas mal aussi de la 4070
Ti. Et bien voilà, maintenant que les présentations sont faites, on va avoir le petit protocole comme j'ai l'habitude de faire sur la chaîne. On va déjà démonter la carte, voir un petit peu comment elle est à l'intérieur, voir un petit peu ses tripes, hein, comme j'aime bien faire à chaque fois sur la chaîne. Et c'est maintenant. Bon, comme on peut le voir, effectivement, ça reste un boulot très propre, hein, on a l'habitude, comme on peut le voir ici. Les pattes sont bien, bon, il n'y a pas du tout de surprise là-dessus, et ça reste quelque chose qui est toujours très bien fait. Les fondeurs sont toujours des cartes que j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup. On s'en aperçoit, hein, c'est vraiment très très quali à chaque fois, et j'aime beaucoup cet esprit de refroidissement qu'on voit. Je trouve que ça fonctionne déjà d'une très bien et on va pouvoir s'en rendre compte dans les benches bien évidemment. Mais là on se rend bien compte effectivement de la qualité un petit peu de fabrication des fondeurs. Alors là voilà toute prête, toute propre, donc on peut voir la puce bien nettoyée, bien dégagée ici à ce niveau là. Donc c'est une AD104, donc c'est l'une des versions de l'AD104. On rappelle que c'est la même puce qui compose les 3070 Ti actuels, bien évidemment. Donc on la voit bien en place, donc c'est quand même une grosse puce. On rappelle juste que ça embarque plus de 35,8 milliards de transistors. Donc voilà, c'est toujours exceptionnel. C'est vrai que de l'entendre, ça fait toujours rêver, bien évidemment. On voit ici les phases d'alimentation 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc c'est décomposé évidemment. Donc on voit ici deux phases d'alimentation, l'une et l'autre. Ces deux phases d'alimentation que vous pouvez voir, c'est parce que c'est une alimentation biphasée. Tout simplement, il doit avoir d'ailleurs son contrôleur UPI qui ne devrait pas être très loin. Je crois que c'est celui-ci d'ailleurs qu'on voit là exactement. Ensuite, on en a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour la carte en elle-même. Au niveau de la VRAM, donc on voit bien ici toujours les deux ports en attente qu'on voit ici et on verra bien forcément plus tard dans la 4070 Ti Super que ces deux ports là vont cette fois-ci être pleins à 100%. Pour le moment ce n'est pas le cas pour cette carte là parce qu'elle reste donc du coup comme la 4070 et cette fois-ci donc cette 4070 Super, elle va rester avec donc 12 Go, donc c'est des modules de 2, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça va nous faire 6 x 2, 12. Donc on reconnaît bien, ce sont des puces, donc des DDR MOS. Donc la construction reste bien évidemment très propre. Et là, on peut s'apercevoir pourquoi Nvidia ne veut plus du 8 pins. Hein, bien évidemment, plusieurs connecteurs dans 8 pins pour pouvoir le remplacer avec ce nouveau connecteur qu'on connaît maintenant déjà par cœur forcément. Parce que tout simplement, regardez la taille du PCB. Voilà, et si on devait avoir d'autres connecteurs, soit il y aurait une densité supplémentaire au niveau du circuit imprimé en termes de composants, ou soit il aurait fallu agrandir le PCB. Donc le but du jeu, clairement, ce n'était pas le cas. Et c'est pour ça que justement, on a la contrainte aujourd'hui, pour tous ceux qui pensent que c'est une contrainte, bien évidemment, on a la contrainte aujourd'hui d'avoir ce changement de connecteur, enfin tout simplement pour vous dire que ça se joue tout simplement sur la miniaturisation du PCB. Donc on voit ici, donc on a 3 sorties DisplayPort et la sortie HDMI. Et on rappelle bien évidemment que c'est du DisplayPort 1.4 et de l'HDMI 2.1, tout simplement. Donc la construction est relativement propre, hein, voilà, tout simplement. Je vous la montre un petit peu de plus près. Voilà. En termes de refroidissement, c'est exactement la même chose que la 4070 actuelle. Donc on a la plaque qu'on voit ici et on voit passer donc les caloducs derrière. Donc on est sur du cuivre ici. Alors c'est toujours pareil, leur choix de pâte thermique, je ne l'ai jamais moi personnellement bien compris ni de leur pâte thermique. Par contre, une chose est sûre, et on va pouvoir se rendre compte car j'ai déjà fait les tests, c'est une carte qui ne chauffe pas du tout parce que déjà tout simplement elle ne consomme pas du tout non plus. Donc effectivement ça suffira. Pourquoi j'aime moins? C'est parce que comme vous pouvez le voir, c'est quelque chose qui reste un peu poreux.
Voilà, c'est pas quelque chose de gras comme on peut avoir l'habitude ailleurs. On a plutôt quelque chose qui est très poreux. Donc en termes de choix, c'est pas quelque chose que j'aime moi personnellement beaucoup, mais l'efficacité est quand même là. Donc bon, rien à dire, c'est juste un avis personnel. Et voilà, hein, donc on va terminer sur ces petites images sympathiques où on s'aperçoit que c'est quand même bien fini avec un PCB ultra propre, comme on a l'habitude d'ailleurs à chaque fois qu'on a une fondeur entre les mains. Voilà. Et bien voilà, donc c'est toujours une conception très propre sur les fondeurs. Je l'ai déjà pas mal souligné, je pense, auparavant. Donc c'est bien confirmé, il n'y a pas du tout de sujet là-dessus. On a une conception, comme on peut voir par rapport à l'ancienne carte, qui est aussi très proche. On va maintenant passer sur des benches professionnels. Donc on va faire du montage de vidéos par exemple. Et on va aussi utiliser des logiciels d'animation 3D. Et c'est maintenant. Alors nous voici sur Adobe Premiere et ce sera quasiment la même chose d'ailleurs sur DaVinci, on va en reparler bien évidemment. Donc je travaille sur un fichier qui est un fichier ProRes de plus de 100 Go, donc c'est quand même plutôt déjà assez lourd bien évidemment. Donc nous allons voir maintenant en export ce que j'ai réussi à obtenir. Et là, je vous montre ça en image sur la 4070 Super avec et sans effet. Alors pourquoi avec et sans effet? C'est parce que là, j'ai fait un export sans aucun effet, même pas une transition. Et ensuite, je suis passé donc avec les effets et une multitude d'effets pour que ce soit quand même assez bien garni, bien évidemment. Donc on va pouvoir comparer un petit peu avec les autres cartes. Donc déjà la 4070 Super en H264 sans effet m'a sorti donc 6 minutes 23. En H265, 6 minutes 01 et 9,10 minutes pour de l'AV1. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir à travers ces chiffres? Déjà, en H264, le fait qu'elle n'ait pas de double encodeur, on ne voit pas énormément de différence, même avec une 4090. On est en train de parler de 9 secondes d'écart. Alors là, la messe est dite. Hein. Ensuite, on est très proche aussi en H265, quand vous pouvez le voir avec une 4090. On a des résultats qui sont quasiment similaires aussi tous les deux avec la 4070 classique. Et même lorsqu'on part sur de la V1, tout se tient dans un mouchoir de poche. Mais tout ça, pourquoi? C'est parce qu'en fait, il n'y a pas d'effet, tout simplement. Ça va se jouer beaucoup au niveau du processeur. Et donc, le rendu va se jouer avec le 13900K. Par contre, maintenant qu'on va descendre donc sur la partie basse du tableau, on peut s'apercevoir effectivement que si on balance des effets, on voit déjà des contraintes de temps arriver. Déjà, on peut comparer en H264 avec la 4090. On passe de 9,56 minutes à 16,29 minutes, donc 7 minutes de plus. Ce n'est pas rien du tout. Pareil quasiment pour l'H265 et pareil pour l'AV1. Donc voilà, c'est là où on peut s'apercevoir que le double encodeur a effectivement une part aussi à l'intérieur et le nombre de corps CUDA aussi forcément. Ensuite, si on la compare par contre à la 4070 classique, regardez bien. En AV1, on est de 16 minutes 14 à 16 minutes 14. J'ai eu aucune différence. 1 seconde d'écart en H265 et 4 secondes d'écart avec l'H264. Voilà, c'est pas le feu, hein, on est bien d'accord. Je vois pas énormément de différence. Par contre, on s'aperçoit qu'il y a une petite différence quand même avec la 4070 Ti. Malgré que les cartes sont très proches maintenant, on s'aperçoit que du coup, ne serait-ce qu'au niveau de la VRAM, au niveau des corps CUDA supplémentaires et du double encodeur, on s'aperçoit que voilà, là, on commence à signer une différence. Il y a donc à partir de là un vrai écart entre la 4070 Ti et la 4070 Super. Ce qui s'avère, c'est que tout simplement, effectivement, c'est une carte qui va très bien fonctionner pour du montage vidéo, hein, clairement, mais moins bien qu'une 4070 Ti. Et ça va bien entendu aussi dépendre du nombre d'effets que vous aurez mis à l'intérieur. J'ai balancé un max d'effets dessus, bien évidemment. Nous allons maintenant passer sur Blender en version 4 et j'obtiens un score de 6307,68. J'ai une différence de 6% avec la 4070 classique. Voilà, donc c'est pas non plus énormissime, mais ça a le mérite d'être là, bien évidemment. On peut se rendre compte à travers ces tests-là que finalement, ça reste quand même une carte un peu tout-terrain. C'est-à-dire que si quelqu'un veut bosser quand même, faire du Blender, ça va fonctionner. Donc voilà, on pouvait comparer un petit peu avec les autres cartes. Je vous garantis, ça fonctionne. Forcément, ce n'est pas une carte professionnelle, mais en soi, pour faire un peu de Blender, ça a fonctionné. J'ai aussi un petit peu travaillé dessus avec Fusion 360 pour me faire des pièces en 3D pour mon imprimante 3D avec une sortie STL. J'ai pas vu vraiment de différence, en tout cas avec ma 3090, en tout cas en mode casual user, c'est-à-dire en faisant des pièces vraiment assez relativement simples. Bien entendu, je suis pas dans la grosse mécanique, mais donc c'est pareil, c'est une carte qui s'adaptera aussi très bien pour ce type
de software. Bon, comme vous avez pu le voir, elle s'en sort plutôt pas mal. C'est pas non plus un écart faramineux avec la carte précédente, mine de rien, mais elle s'en sort plutôt pas mal, c'est-à-dire qu'on peut déjà travailler avec. Et ce qu'on peut vraiment remarquer, c'est que finalement, par exemple, pour du montage vidéo, que ce soit une plus grosse carte avec un double encodeur ou pas, voilà, et ben on peut s'apercevoir que la différence reste quand même minime. Donc voilà, elle fonctionne plutôt bien. On va maintenant passer donc aux jeux vidéo et on va voir un petit peu ce qu'elle développe. C'est maintenant. Donc on va tester les jeux. Pour le protocole, j'ai utilisé comme processeur un 13900K avec 2 sticks de RAM à 6000 MHz en DDR5. Sur une carte mère, ça sera une carte mère de chez Asus ROG, une Apex, et un NVMe de 1 Teraoctet. Donc on va commencer par The Witcher. Donc comme vous avez vu, j'ai mis plusieurs cartes. Donc comme je vous l'avais dit, la 3090, la 7800 XT, la 4070 Ti et la 4070. Donc en 1080p, en 1440p et en 4K, bien entendu, tout en ultra. Et c'est pour le moment que de la rasterisation. Donc vous ne verrez pas apparaître uniquement, c'est la 3090 en 1080p, parce que pour moi c'est un contresens total. On n'allait pas acheter une carte à 1600 € pour faire de la 1080p. Voilà, donc on va commencer quand même par la 1080p et on a tout de suite donc des résultats. On tomberait aux alentours de 275 fps pour la 4070 Super, ce qui nous rajoute, et attention, c'est bien plus 24% par rapport à la 7800 XT. Et je dis bien attention parce que ce sera uniquement sur ce jeu-là où il y aura un tel écart, bien évidemment. Moins 8% par rapport à la 4070 Ti et plus 14% par rapport à la 4070 classique. Donc on voit bien qu'en 1080p, 14% par rapport au modèle précédent, ça fonctionne plutôt pas mal. On va maintenant attaquer donc la 1440p et là il y a la 3090 qui rentre en jeu, donc plus 1%, donc on s'aperçoit qu'on est bien d'accord, 1%, donc on est à 202 fps contre 205, pour moi c'est la même chose, on est sur 1%, et il y a un an et demi la 3090, vous pouviez encore l'acheter justement aux alentours de 1600 €, et là on a la 4070 qui est à 650 €. Donc il y a vraiment 1000 € d'écart finalement entre les deux cartes, avec un an et demi forcément d'écart. Donc là, on s'aperçoit 1% d'écart en rasterisation. C'est vraiment au top, on peut rien dire. On a plus 19% par rapport à la 6800 XT et moins 8% par rapport à la 4070 Ti. Ensuite, on passe en 4K et là, on s'aperçoit que ça creuse une petite différence supplémentaire comparée à la 3090 parce qu'elle est inférieure de 12%. Par contre, supérieure à la 7800 XT de 11%, inférieure de 12% par rapport à la 4070 Ti. Et on a plus 9% par rapport à la génération précédente, la 4070. Nous allons maintenant passer à Forza Horizon. Donc Forza Horizon, pareil, dans tous les jeux, vous n'aurez pas la 3090 en 1080p. Donc on va passer directement à la 7800 XT, plus 4% par rapport à 7800 XT, moins 4% par rapport à la 4070 Ti, et plus un gros 13% par rapport à la 4070. Donc là, on s'aperçoit qu'on est très très proche d'une 7800 XT, mais on s'aperçoit surtout qu'on est très très proche d'une 4070 Ti. Vous voyez, là, 4%, c'est très très proche. En 1440p, il y a la 3090 qui rentre en jeu, donc plus 12%, donc elle fait plus 12% en rasterisation qu'une 3090. C'est plutôt impressionnant sur Forza, donc j'insiste bien, car ça dépend des moteurs graphiques entre autres. Ensuite, par rapport à la 7800 XT, plus 8%, moins 2% comparé à une 4070 Ti, hein, c'est vraiment très très proche, et plus 9% par rapport à une 4070. Ensuite, on passe en 4K, donc on va prendre les chiffres qui sont le plus flagrants pour moi, on est à 2% d'une 4070 Ti, c'est quand même impressionnant, et 16% de plus qu'une 4070 classique. Donc là, le pari est donné et je vous le donne dans le mille, c'est gagnant. On va continuer sur Cyberpunk. Donc on rappelle que Cyberpunk est un jeu très très gourmand, bien entendu. Donc en 1080p, cette fois-ci la 7800 lui passe dessus de 2%, donc elle est inférieure à la 7800 XT de 2%, inférieure de 6% par rapport à une 4070 Ti, mais quand même supérieure du modèle précédent, la 4070, de 17%. Donc là, on va partir sur les chiffres aussi qui sont très intéressants à voir. Par exemple, en 1440p, on s'aperçoit qu'on a le même nombre de FPS qu'une 7800 XT, soit 88 FPS chacune. Donc en 1440p, donc c'est exactement la même base, on est bien d'accord. Par contre, plus 14% comparé à l'ancienne 4070.
Là, on va passer sur de la 4K. Alors par contre, sur la 4K, elle ne domine que l'ancien modèle, la 4070, c'est-à-dire que même la 7800 XT lui rajoute 7% supplémentaire par rapport à cette carte. Donc la 7800 XT se démerde plutôt pas mal sur Cyberpunk, et on est bien d'accord. On continue sur Valhalla. Donc sur Valhalla, cette fois-ci, la 7800 XT se débrouille carrément moins bien, sauf en 4K, comme vous pouvez le voir. On va commencer quand même par la 1080p, où elle est en dessous d'une 4070 de 1%, comme vous pouvez le voir. C'est quand même très très proche d'une 4070 Ti, j'insiste bien. Et celle-là, on peut s'apercevoir que tous ces corps CUDA font la différence. Je rappelle qu'il n'y a que 500 corps CUDA entre la 4070 Ti et la 4070 Super. Et là, on peut vraiment s'en rendre compte. En 1440p, 4% d'écart entre la 4070 Ti et plus 14 comparé à la 4070 classique. Et on va aller donc en 4K et là, on s'aperçoit que la 7800 XT est identique. C'est-à-dire que toutes les deux vont faire 68 FPS, donc comparé à une 7800 XT à la 4070 Super. On continue sur Rise of Tomb Raider et on insiste bien que c'est un jeu qui est très opti pour Nvidia, bien évidemment. Et c'est là où on peut d'ailleurs voir des grosses différences aussi. Plus 16% comparé à une 7800 XT, plus 13% à une 4070 en 1080 bien entendu. Très proche d'une 4070, encore une fois 4070 Ti, 4%. On survole la 1440p, on s'aperçoit que ça reste quand même très honorable, surtout comparé à la 7800 XT, plus 12%. Et si on va sur de la 4K, elle domine tout le monde, bien entendu, sauf la 3090 et la 4070 Ti. Alors sur Hitman, la 7800 en 1080p lui met quand même 11%, donc ce n'est pas rien non plus. Par contre, 1% d'écart uniquement entre la 4070 Ti et 2% à la 4070. Voilà, donc sur du 1440p, 1% d'écart aussi entre la 7800 XT et la 4070 Super. C'est très très proche. Hein. Par contre, un bon 18% comparé à la 4070 classique. Et en 4K, on va jusqu'à 14% comparé à la 4070 classique. On va aller maintenant sur du God of War. Et là, on s'aperçoit qu'il n'y a que 4% entre la 7800 XT et la Super 4070. Donc vous voyez, ça reste quand même très très proche suivant les licences de jeu bien évidemment. En 1440p, ça se creuse un peu plus à 7% et on retourne à 4% sur de la 4K. Far Cry 6, donc on a 1% d'écart avec la 4070 Ti, très 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 proche. 7800 XT, moins 3%. Voilà, on parle bien, hein, c'est très très proche parce qu'on parle de 200 FPS contre 198 FPS. On parle de 204 FPS contre 198. Donc il n'y a que 6 images de différence. Ce n'est pas grand-chose, évidemment. En 1440p, on s'aperçoit que la 7800 XT fait un petit écart de 5% qu'il maintiendra sur la 4K. On passe maintenant sur Odyssey Assassin's Creed. Et là, comme on peut s'apercevoir, il y a quand même un gros décalage avec la 7800 XT de plus 13% en 1080p, plus 9% en 1440p et un bon 10% sur de la 4K. Alors, on peut s'apercevoir qu'aussi sur ce type de jeu, il y a une énorme dominance par rapport juste à la 3090 et on parle de rasterisation, plus 32%. Ça paraît dingue. J'ai refait les tests et je peux donc les confirmer parce que je suis retombé sur mes pieds. Et on s'aperçoit aussi que comparé à une 4070 Ti, on arrive à avoir sur toutes les deux 125 images par seconde. Donc c'est très très proche. Hein. Et on va faire donc une moyenne générale sur les jeux. Donc sur les jeux, voilà, on a plus 6% en 1080p sur la moyenne générale. J'insiste bien sur les jeux que j'ai pu essayer. Donc on est plus 6% en 1080p par rapport à la 7800 XT, plus 6% en 1440p et plus 4% à la 4070. Alors, c'est très très proche, hein, bien entendu, hein, mais il y a quand même un petit écart. On peut se rendre compte par rapport à la 4070, parce que ça c'est très intéressant, quel est le gap justement entre ces deux générations, car on rappelle qu'il y a quand même presque 22% de corps CUDA supplémentaires et 33% supplémentaires au niveau du cache L2. Ce n'est pas rien du tout. Plus 12% en 1080p, plus 14% en 1440p, donc c'est plutôt pas mal, et un beau 13% en 4K. Voilà.
Et bien voilà, donc on s'apercevra encore une fois qu'elle s'en sort relativement bien. Mais attention, on va parler de prix sur la conclusion. Mais en tout cas, pour le moment, on voit quand même une grosse différence avec la carte précédente, la 4070 classique, ce qui est tout à fait normal. Nous sommes en train de parler de 21,7% de Core CUDA en plus et un L2 supérieur de 33%. On se rend compte qu'effectivement, la différence, elle est flagrante. Maintenant, on se rend compte aussi, c'est qu'on est plus très loin de la 4070 Ti et que finalement, c'est peut-être pour ça que la 4070 Ti tout court va disparaître parce qu'elle n'aura pas vraiment lieu d'être effectivement. Maintenant, on va quand même faire quelques petits essais en DLSS. J'ai donc sélectionné 3 jeux et on va pouvoir vraiment comparer ce que ça donne ou ce que ça donne pas d'activer le DLSS sur les 3 définitions bien évidemment et c'est maintenant. Alors, nous allons maintenant tester le DLSS sur 3 jeux. On va commencer par Cyberpunk 2077. Donc j'ai les 3 définitions. 1080p, 1440p, 4K. On va avoir 3 DLSS, le qualité, le équilibré et le performance. Et on sera bien entendu en ultra. Donc en rasterisation, 142 fps, on passe à 228 fps en DLSS équilibré, ce qui nous rajoute un gap de 61%. Ce n'est pas des moindres. Plus 83% en équilibré et plus 101% en performance. Alors moi, je suggère toujours de prendre le équilibré. Donc, on va tabler les équilibrés. En 1440p, j'ai aussi plus 83% en équilibré et plus 143% en équilibré lorsqu'on atteint de la 4K. Donc oui, on peut dire que c'est une carte qui est aussi taillée, bien entendu, avec le DLSS, avec technologie associée en 4K, parce qu'on peut se permettre de faire du 90 fps en DLSS équilibré sur Cyberpunk en ayant tout en ultra. Donc, ce n'est pas rien forcément. Nous allons maintenant basculer sur Forza Horizon. Donc sur Forza Horizon, c'est un peu moins flagrant. Donc en rasterisation en 1080p 164 fps et on passe en équilibré à 235. Alors un peu moins flagrant, ça reste quand même 43% supplémentaire. Ce n'est pas rien du tout. Lorsqu'on va en 1440p plus 32%, on passe de 145 à 192 fps. Et lorsqu'on est en 4K, on passe de 106 à 125. Ce n'est pas rien, c'est quand même un petit gap supplémentaire de 18%. Donc encore une fois, ce sont des jeux où on peut jouer allègrement en 4K. Nous allons maintenant passer sur Starfield. Donc sur Starfield, en DLSS équilibré en 1080p, j'ai plus 26%. Ensuite, plus 44% en 1440p. Et de là, on va passer tout simplement avec quand même plus de 100%, 104% sur de la 4K. Donc c'est plutôt pas mal. Encore une fois, on peut donc jouer sur ces qualités graphiques en 4K en actionnant bien les technologies associées, soit le DLSS 3.0 ou 3.5, suivant votre licence de jeu bien évidemment. Et bien voilà, donc oui, le DLSS fonctionne bien. Maintenant, à vous de vous faire aussi votre avis en termes de qualité graphique, bien évidemment. Il y en a qui l'activeront jamais, il y en a qui l'activeront. Comme je vous l'avais déjà dit auparavant, aujourd'hui, on est obligé de mesurer ce type de technologie. Il y a des gens qui sont contre, on en a déjà parlé par exemple avec Jig, pour lui ça ne lui sert à rien. Pour moi, je trouve que quand même il faut, parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui vont acheter ce produit-là, en sachant, avant même de l'acheter, qu'ils vont acheter le DLSS avec donc la technologie et qui vont s'en servir. Donc il est quand même bien de le mesurer. Moi je trouve qu'elle s'en sort plutôt pas mal et que la technologie fonctionne plutôt pas mal. On rappelle qu'en face on a une autre technologie de chez AMD qui elle est totalement free, totalement gratuite, voilà, qui est le FSR3. Donc malheureusement, le fonctionnement de Nvidia à travers ces technologies, c'est qu'eux ils bossent dessus et ils le font payer en soi, voilà, parce qu'ils disent qu'il y a énormément d'entraînement afin de pouvoir faire de la prédiction d'image aussi, donc forcément c'est sûr que ça a un coût, mais de l'autre côté, on a donc AMD avec leur FSR3 qui fonctionne aussi plutôt pas mal. Je vous montrerai les mêmes exemples la semaine prochaine lorsqu'on va faire donc la carte de chez AMD, la 7600 XT. Donc vous allez pouvoir voir que effectivement ça fonctionne plutôt pas mal. Et le gros avantage, c'est qu'effectivement c'est rétro-compatible le FSR et c'est aussi rétro-compatible avec d'autres générations de cartes de chez Nvidia, alors que le DLSS 3 s'arrêtera vraiment que pour les 4000. Donc voilà, il faut quand même le souligner, c'est important. L'un des plus gros défauts pour moi, et je vais quand même vous en parler parce qu'on est au moment des jeux, mais on reviendra bien entendu
sur la conclusion finale, ça va être un petit peu de manque de VRAM. Je trouve dommage aujourd'hui qu'on aille sur des cartes à ce prix-là, avec une concurrence qui est en face, avec des cartes un petit peu moins disantes, comme la 7800 XT qui reste au bas mot 100 balles moins cher, plus ou moins par rapport à des modèles identiques bien évidemment, et qui va avoir 16 Go de VRAM et celle-ci que 12. Et qu'on me dise, oui mais Pax, est-ce que ça sert vraiment à grand chose? Bah je vous le montre maintenant. Eh bien me voilà sur un jeu qui s'appelle Last of Us, donc oui c'est un jeu qui est relativement gourmand, hein, ça c'est certain, mais c'est une licence que beaucoup de personnes apprécient et suivent, et il faut savoir que la série d'ailleurs a commencé il y a à peine quelques mois, donc ça reste quand même d'actualité. Et là on se rend compte qu'au niveau de l'utilisation de ma RAM, vous pouvez le voir maintenant, je suis à 11 Go 419 mégabits. Ce n'est pas rien du tout, on est hyper proche donc des 12 Go de la carte et je peux vous garantir que le résultat est une expérience de jeu complètement laguée. Et voilà, donc comme vous avez pu le voir, oui, il y a encore des jeux qui vont au-delà, et sachez que quand j'ai essayé de jouer, ça a été un peu dégueulasse. On se retrouve avec un jeu complètement buggé de partout. Alors bien évidemment, j'ai poussé le sujet, c'est-à-dire que j'ai mis tout en full, tout en ultra, et bien évidemment, pour arriver à faire donc autant et la saturer autant, c'est que j'étais en 4K. Ça ne vous arrivera jamais en 1080p. Pour de la 1080p, ça suffira largement. Mais comme on a pu le voir dans les benches précédemment, avec un peu de technologie associée, c'est une carte qui va pouvoir vous faire de la 4K facilement finalement. Donc c'est vraiment dommage que cette carte n'embarque pas un petit peu plus de VRAM, mais on en parlera au moment de la conclusion. Nous allons maintenant faire un petit point entre la consommation, les températures et le bruit, et c'est maintenant aussi. Nous allons maintenant passer aux consommations en jeu et on va la comparer tout de suite avec la 4070 parce que c'est là où il y a quand même un écart avec le passé qui est de 11% supplémentaire. Mais on s'aperçoit que forcément il y a une petite différence de fréquence et surtout quelque chose comme aux alentours de 22% de corps CUDA supplémentaires, ce qui nous donne des performances à la hausse, mais aussi 11% supplémentaires. Moi j'avais des résultats qui étaient aux alentours de 194 watts, maintenant on passe à 216 watts. Par contre, comparé à 3090 pour des résultats qui sont très proches, il y a quand même 42% d'économie à faire, ce n'est pas rien. 24% de différence avec la 4070 Ti et 16% par rapport à la 7800 XT. Et là, encore une fois, on peut s'en apercevoir. Au niveau des nuisances sonores, je suis tombé à 38,7 dB à 1 mètre donc de la carte graphique en sachant qu'elle ne faisait pas de bruit. Donc, je vous ai mis carrément les ventilos à fond. Voilà, on a les ventilos à 100%, donc les deux ventilos sont à 100%, à 1 mètre, et je suis à 38,7 dB. La carte est silencieuse. En termes de température, effectivement, du fait qu'elle ne consomme pas énorme, on a des températures qui sont vraiment très très bonnes. Donc le GPU directement, on a 54,9 degrés, on peut dire 55 degrés. Ensuite, on est à 58 degrés pour la mémoire et un hotspot de 62,3. Faut savoir, pour en arriver là, j'ai joué 1 heure à Forza. Donc c'était plutôt pas mal. Elle s'en sort super bien, comme vous pouvez le voir, donc que ce soit en consommation, que ce soit dans les températures et que ce soit aussi en termes de bruit. En fait, tout est lié. Moins une carte consomme, moins elle chauffe. Moins elle chauffe, moins elle fera de bruit parce que les ventilateurs auront moins besoin d'aller à 100% forcément. Donc ça fonctionne plutôt pas mal. Le système de refroidissement de cette carte est aussi relativement carré. L'architecture est très très propre. Ça fonctionne très bien, donc forcément, sur le trio, c'est un trio gagnant entre la consommation, les températures et les nuisances sonores. Nous allons maintenant parler un petit peu d'overclocking et d'undervolting, et c'est pareil, c'est maintenant. Nous allons maintenant passer en overclocking, j'insiste bien, chaque carte est différente, donc c'est relativement lié à ma carte, mais ça peut donner quand même une moyenne générale. Donc en 1080p, sur les moyennes donc, des 9 jeux sur lesquels j'ai pratiqué juste auparavant, de 199, on passe à 220, ce qui représente 11% supplémentaire, 6% supplémentaire en 1440p et 7% supplémentaire en 4K. Voilà ce que ça a pu donner. Donc ce n'est pas rien du tout parce que du coup, ça nous rapproche vraiment d'une 4070 Ti. Voilà, clairement, on est vraiment plus très très loin. En gros, un petit peu de jus supplémentaire pour monter un peu les fréquences. Et on arrive quasiment aux performances d'une... Et bien voilà, c'est l'heure de la conclusion. Pax, est-ce que tu nous encourages à acheter cette carte? Mais oui, mais non, mais non, mais oui. La carte est très bien. On va commencer par le prix, forcément.
elle est annoncée à 659 €, on peut dire 660 €. Qu'est-ce qu'on a en face? Et on a pu s'en apercevoir, on a une carte qui est très très proche en face, qui est la 7800 XT. Mais sauf qu'on peut l'avoir jusqu'à 100 € moins cher, pour des différences qui sont quand même très proches finalement. En plus, vous allez me dire, ouais, mais il n'y a pas le DLSS, c'est vrai, mais l'autre a le FSR 3. Mais c'est là aussi le FSR 3, forcément c'est free. C'est-à-dire que celle-ci, elle aura obligatoirement le FSR 3, étant donné que le FSR 3, c'est quasiment pour toutes les cartes finalement. Donc c'est juste que la carte de chez AMD n'aura pas le DLSS, enfin forcément. Mais en soi, voilà. Et je vais vous donner un petit peu mes craintes au moment où je vous parle. Si cette carte sera affichée avec du stock à 659 €, donc 660 €, ça peut être quand même un bon négoce. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi, forcément. Mais ma crainte, ça va être laquelle? Ma crainte, c'est qu'en fait, que les fabricants de custom, que ce soit MSI, que ce soit Asus, que ce soit Aorus, c'est que personne ne respecte. Alors moi, je sais qu'il va y avoir peut-être des cartes qui vont être respectées par des fabricants qu'on a l'habitude, genre PNY, donc c'est complètement possible que PNY sache, peut-être Zotac, on verra bien, mais en tout cas, j'ai un gros doute que vous allez retrouver cette carte à ce prix-là avec beaucoup de stock. La chose étant, c'est que si vous voyez cette carte en stock à ce prix-là, si vous avez vraiment l'idée de l'acheter, n'attendez pas, parce que pour moi, ça va être très compliqué. On a eu un petit peu l'habitude à travers le passé, voilà. Donc un peu de méfiance au niveau de l'atelier à ces niveaux-là. Pourquoi je pense que ça peut être un good deal à ce prix-là? Parce que tout simplement, je sais que les gens qui veulent acheter de la Nvidia resteront sur de la Nvidia. Voilà, je ne vais pas convaincre quelqu'un qui va sur AMD de se dire, va pas prendre une 7800 XT, va prendre directement cette carte-là, elle est plus chère. C'est pas le but, d'accord? Les personnes qui veulent acheter cette carte-là, c'est qu'ils sont déjà orientés chez Nvidia et aussi leur technologie qui fonctionne bien. Voilà, leur nouvelle technologie fonctionne bien. Le DLSS 3.5 fonctionne très très bien. J'ai pu le tester, donc forcément, voilà. Et on peut parler et dire tout ce qu'on veut aujourd'hui. Je parlais avec une boutique parisienne qui me disait, Pax, on peut critiquer Nvidia. Aujourd'hui, de ma boutique, 80 à 85% de tous les PC qui sortent sont composés de cartes graphiques Nvidia. Donc voilà, donc maintenant que les choses sont dites et qu'on sait que le marché est quand même plus flatteur pour Nvidia, donc cette carte est intéressante, oui, bien évidemment, si le prix est maintenu à 659 € et que les gens sont prêts à donner un petit peu plus d'argent comparé à une 6800 XT, bien évidemment parce qu'ils veulent rester sur cette marque-là. En tout cas, pour tous ceux qui veulent acheter cette carte-là, au prix MSRP, ça vaut le coup. Sachez aussi une chose, c'est qu'on a parlé donc d'overclocking. Alors l'overclocking, ça va aussi dépendre pas mal de votre carte. C'est-à-dire que deux cartes identiques, vous n'allez pas forcément arriver plus ou moins aux mêmes performances. Sur ce modèle que j'ai reçu, donc j'ai eu de la chance, je suis arrivé à faire du 10%, ce qui est plutôt pas mal. Donc les performances plus 10% pour 659 €, oui, là ça vaut le coup. Par contre, j'insiste bien, en termes de prix, bien évidemment, 12 Go de VRAM. Et là, ça m'embête. On revient donc dessus. Moi, ça m'embête. J'en ai parlé donc à Nvidia. Nvidia me disent, ouais, mais c'est que les anciens jeux. Peut-être. Mais il y a beaucoup de personnes qui jouent aussi à des anciens jeux. Il y a des anciens jeux, oui ou non. On s'en est aperçu aussi un petit peu. Et je vous montre un petit peu sur Forza. Voilà. Sur Forza, on est à quasiment 10 gigabits. Il reste plus que 2. C'est pas non plus, voilà, un luxe absolu. Et on s'aperçoit que Forza, c'est pas une si vieille licence que ça non plus. Donc vous voyez, demain, il peut sortir un nouveau jeu qui est pas hyper bien optimisé. Parce que bien entendu, c'est parce que les jeux ne sont pas bien optimisés. Mais il ne faut pas s'attendre que les éditeurs de jeux vont se casser le cul à perfectionner leur jeu parce qu'NVIDIA sort des cartes de 12 gigabits. Je n'y crois pas, je n'y crois que zéro. Donc pour moi, cette carte manque un petit peu, surtout qu'en face, donc, on a une 7800 XT qui est très très proche de celle-ci et qui est, je vous dis, jusqu'à 100 € moins cher et qui va embarquer 4 Go de VRAM supplémentaires. Donc voilà, pour moi, son gros défaut de cette carte, je l'ai déjà dit à Nvidia. Nvidia, comme je dis, c'est aux éditeurs, c'est leur réponse, c'est aux éditeurs de s'améliorer.
J'y crois à zéro. C'est comme si on dit aujourd'hui, bah voilà, sur les routes de France, ma voiture, j'arrive pas à passer le virage à 85 km/h à partir du moment où je fais plus de 45 degrés sur la gauche ou sur la droite. Ben c'est comme si d'un coup Renault me disait, ah mais attends, ça va être la DDE, ça va être à la France de refaire leur route. J'y crois zéro, personnellement. Donc voilà, ça reste quand même une bonne carte. Attention, bien évidemment, si quelqu'un va acheter cette carte-là pour pouvoir jouer en 1080p, le nombre de VRAM sera largement suffisant. Pour quelqu'un qui va jouer en 1440p, ça va dépendre des jeux, des licences, bien évidemment. Et quelqu'un qui va vouloir jouer donc en 4K, eh ben, ça peut être vraiment limite sur pas mal de jeux finalement, alors que c'est hyper dommage parce que lorsqu'on actionne le DLSS, on a pu s'en apercevoir dans les benches, c'est une carte qui est taillée pour pouvoir faire de la 4K avec du DLSS associé. Donc c'est dommage. Un petit peu dommage aussi parce qu'en fait c'est la carte qu'on aurait voulu avoir il y a un an, voilà, au moment où elle était sortie. C'est-à-dire que la version non super, la 4070, si elle était sortie avec ses specs tout de suite, ça aurait été juste génial, ces specs, ce prix, bah là, du coup, forcément, bah, il y aurait eu beaucoup plus de presse qui aurait été un petit peu plus clémente aussi au niveau de leur jugement, dont moi aussi, forcément. C'est un petit peu dommage, maintenant, au moins, elle est là, elle a le mérite d'exister maintenant. Le seul reproche que je lui ferai aujourd'hui, c'est que du coup, je vais vous le dire, je vais être franc, pour moi, il lui manque 4 Go de VRAM et j'aurais voulu avoir 50 € de moins sur cette carte-là parce que je crains toujours, et comme je vous le dis, sur le prix de vente sur les prochains jours, sur les prochaines semaines, sur cette carte-là, auprès des autres fabricants comme Asus, comme MSI, comme Aorus, enfin comme tous les autres. On va voir un petit peu ce que ça va nous donner. Et bien voilà, faites-vous maintenant votre avis par rapport donc à ce que j'ai pu vous donner comme information. Je pense qu'il y a vraiment de quoi délibérer sur le sujet. Ça reste quand même bien entendu une bonne carte, mais avec les réserves que je lui ai données, bien évidemment. Je vous dis maintenant à très vite. Mardi prochain, on va avoir donc la prochaine carte qui va être la 4070 Ti, qui pour moi, je vous le dis tout de suite, risque d'être la carte la plus intéressante donc des 3 nouvelles cartes qui sont en train de sortir en super. Donc j'ai hâte de la tester. Et cette carte qui est plutôt pas mal d'ailleurs, c'est que justement, elle va avoir directement 4 Go de VRAM supplémentaires. Elle va passer, elle, à 16. Et ça, c'est pour la semaine prochaine. Et voilà les amis, donc je vous dis maintenant à dimanche pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. A plus. Une 4070 Ti.